Bonjour Alexandre et toute l'équipe de Nomos TV. J'ai complété récemment la lecture de l'anthologie politique de Lionel Groulx que vous avez préfacée. C'est un superbe choix de texte. Ah ben, c'est très gentil. Je rappelle par ailleurs que ce n'est pas moi qui ai fait le choix de texte, ce sont les éditions Tardivelles. Donc, c'est un compliment qu'on peut adresser aux éditions Tardivelles. Très bon choix de texte. J'ai toutefois été surpris de découvrir la méfiance, voire l'aversion de Lionel Groulx envers le régime de Maurice Duplessis. Groulx semble même éviter de mentionner directement Duplessis et parle de son arrivée au pouvoir comme de la déception de 1936. À ses yeux, l'œuvre du chef, oui, le chef, l'œuvre du chef semble bien peu digne de mention, hormis celle d'avoir trahi son programme initial. Comme à Nomos TV, on se revendique de ces deux figures de notre histoire, j'aimerais savoir quel regard portez-vous sur cette mésentente entre le chanoine et l'Union nationale? Peut-on être à la fois grouxiste et duplessiste? Merci de votre réponse et bon courage pour la suite. C'est signé par Félix. Alors Félix, très bonne question. Très, très bonne question. Peut-on être grouxiste et duplessiste à la fois? Alors, il faut comprendre une chose. Évidemment, à l'époque, en 1936, ça a été, comment je dirais, une déception parce que Duplessis prend le pouvoir sur un programme extrêmement nationaliste. Il dénonce les trusts anglais. Il a aussi fait sienne les recommandations sur l'hydroélectricité. Enfin, il y a des gens de l'Action libérale nationale, vous savez, cette branche nationaliste du Parti libéral qui s'est détachée du Parti libéral pour former un parti. Et donc, Duplessis, chef du Parti conservateur, s'allie à l'Action libérale nationale. Et parmi ces gens, il y a des gens qui sont très en faveur de la nationalisation de l'hydroélectricité. Donc ça, c'est mis de l'avant par Duplessis pour un peu aller chercher le vote nationaliste. Et quand il parvient au pouvoir, très rapidement, qui il nomme comme ministre, non pas les anciens de l'Action libérale nationale, mais les anciens du Parti conservateur, qui, disons-le, ne sont pas des gens nécessairement de grande qualité humaine. Donc, très rapidement, le mouvement nationaliste, notamment représenté par Groulx, va être déçu, parce qu'ils vont dire, bon, finalement, Duplessis agit comme le politicien conservateur qu'il était et manque d'ambition. Et le reproche qui lui est fait aussi, c'est d'être trop anglophile. C'est d'ailleurs ce que dit également Conrad Black dans sa biographie de Duplessis. Je vous recommande, vous savez, Conrad Black, c'est le magnat de la presse canadienne-anglaise, qui est un homme de lettres et qui a fait une biographie de Duplessis. Alors, ça peut surprendre, mais c'est le cas. Très bonne biographie que j'ai bien aimée, j'ai bien apprécié cette lecture parce que ça remet finalement en perspective l'homme à travers notre histoire, mais ça décrit aussi la société québécoise de l'époque. Donc, c'est aussi un portrait un peu social. On voit aussi que toutes les relations, par exemple, de Duplessis avec les évêques est très compliquée. Quand Duplessis dit « les évêques mangent dans ma main », l'œuvre de Conrad Black tend à nous démontrer que c'était le cas, c'est-à-dire que les évêques allaient demander de l'argent à Duplessis pour faire fonctionner les écoles, les hôpitaux, etc. Et Duplessis, dépendamment de l'attitude que les évêques avaient envers son régime, donnait ou ne donnait pas d'argent, ou attendait de donner de l'argent, etc. Bon. Donc, l'idée que le Québec contrôlait, que l'Église contrôlait le Québec, que l'Église contrôlait Duplessis, non, c'est invalidé par l'histoire, c'est l'inverse. C'est Duplessis qui faisait manger les évêques dans sa main. C'est pas le même rapport. C'est pas l'Église qui contrôlait Duplessis, c'est Duplessis qui contrôlait l'Église. Et ça, c'est un problème qui va finalement aboutir à la Révolution tranquille, puisque finalement, l'État va être obligé de subventionner l'Église pour faire le travail pour elle. Alors, tant qu'à faire, ça a été la sécularisation, notamment du milieu hospitalier qui coûtait extrêmement cher. Et finalement, l'Église n'était plus capable de payer pour la médecine moderne, pour le renouvellement des appareils, etc. Évidemment, la santé, c'est extrêmement coûteux. Donc, cette idée, c'est très bon, en fait, cette biographie, parce que ça remet de l'avant cette chose-là et ça brise des idées reçues sur la Révolution tranquille et sur le régime duplessiste, sur la Grande Noirceur. Mais Conrad Black valide aussi, en quelque sorte, les prises de position de Groulx. Parce qu'il nous dit que Duplessis s'entendait très bien avec les capitaines capitalistes anglo-saxons. Et c'est vrai qu'on a l'impression que parfois Duplessis, moi c'est le grand reproche en tout cas que j'ai envers Duplessis, c'est un peu d'être à plat ventre devant les anglophones, c'est-à-dire le grand capital anglais.
Alors évidemment, on peut dire que c'était pour développer le Québec, puisque les Canadiens français n'avaient pas de capitaux. Bien, il a fallu prendre l'argent des Anglo-Saxons pour développer le Québec, et puis ensuite créer nous-mêmes une bourgeoisie canadienne-française. Ce qui est vrai, hein, donc le début de la bourgeoisie canadienne-française, c'est pas les années 60, c'est dans l'après-guerre, c'est après 1944, même si, évidemment, même au 19e siècle, il y avait une petite bourgeoisie canadienne-française, mais disons une petite bourgeoisie d'affaires, des gens qui faisaient de l'argent et qui n'étaient plus seulement des avocats, des notaires ou des médecins, mais qui étaient carrément des entrepreneurs canadiens-français. Il y en avait au 19e siècle, il y en avait au début du 20e, mais disons que ça explose surtout à partir de 1944-1945. Bon, c'est l'après-guerre, hein, c'est le boom économique de l'après-guerre qui fait ça. Donc, le reproche que Groulx fait à Duplessis d'être trop anglophile, il est bon, il est vrai. Mais encore une fois, Duplessis, il est pris dans le monde réel. C'est ça la différence avec Groulx. Duplessis dit de Groulx que c'est un joueur de piano. En gros, ça veut dire Groulx, l'abbé Groulx, il est très chouette, mais c'est un pelleteux de nuages, quoi. Il vit dans le monde des idées. Et que répond Groulx à Duplessis? Il dit « J'ai rencontré cet homme, je l'ai regardé dans les yeux, et il n'a pas le feu sacré. » Groulx considère que Duplessis est un petit politicien qui manque d'ambition. C'est ça le problème entre Groulx et Duplessis. C'est que Groulx est dans la mystique nationale, il écrit des livres, et Duplessis est pris dans un réel politique. Hein? Vous savez, c'est facile d'être un gérant d'estrade, c'est plus difficile de véritablement être aux commandes de la province et faire avec la réalité qui était celle de l'époque, c'est-à-dire que les Anglo-Saxons contrôlaient les capitaux. Les contrôlent encore aujourd'hui, hein, notre condition de Canadiens français post-Révolution tranquille. Je suis désolé, on est encore en Amérique du Nord et le grand capitalisme demeure anglo-saxon, demeure américain ou canadien-anglais. C'est vrai qu'on a des milliardaires canadiens-français, québécois au Québec, mais malgré tout, c'est bien peu à travers finalement je dirais la flopée de grandes fortunes nord-américaines. Donc, la tension qui existe entre Groulx et Duplessis, je dirais, c'est la tension entre l'idéalisme grouxisme et le réalisme duplessiste. Et je pense qu'à posteriori, évidemment, nous ne sommes pas dans les années 30, hein, nous sommes dans les années 20, mais les années 20 du 21e siècle, on peut essayer de réconcilier les deux, parce qu'à quelque part, Duplessis a été influencé par la doctrine grouxiste, notamment sur les questions du rapatriement de l'impôt, sur la défense de l'autonomie provinciale. C'est bien parce que Duplessis savait très bien qu'au sein de la province, il y avait des ultranationalistes, hein, menés par le chanoine Groulx, qui voulait aller beaucoup plus loin que ce qu'il faisait. Donc, il n'y avait pas simplement le capital anglo-saxon, il y avait aussi ces nationalistes-là. Et voyant ce qui est devenu le Québec post-Révolution tranquille, peut-être que Groulx amoindrait, je dirais, diminuerait ses critiques envers le régime Duplessis, voyons ce que ça a donné par la suite. Hein. Je rappelle que Groulx, c'est un prêtre catholique. Donc, l'idée de séculariser totalement l'enseignement, ça faisait absolument pas partie de son logiciel de pensée. Et ça, Duplessis l'a tenu jusqu'à la fin du régime Duplessis. Donc, peut-être que les critiques de Groulx seraient amoindries envers Duplessis, voyant ce que le Québec post-révolutionnaire tranquille a donné. Mais c'est sûr qu'il y a une tension inévitable entre Groulx et Duplessis, parce que Groulx espère davantage d'un homme politique. Il veut voir un véritable chef national, et pour lui, Duplessis, c'est une déception. Il est au pouvoir pendant plus de 15 ans, et le Québec, certes, conserve son autonomie, mais parvient pas finalement à s'émanciper à travers ces années-là. Et même plus grave que ça, le grand vainqueur de la Révolution tranquille, c'est l'ennemi de Duplessis. C'est au fond Pierre Elliott Trudeau qui remporte la bataille de la Révolution tranquille. Hein. Le monde dans lequel nous vivons, ce monde multiculturel d'un Canada post-national, c'est celui que veut ou qu'annonce Pierre Elliott Trudeau. C'est pas le Québec de Duplessis et c'est pas non plus le Canada français de Lionel Groulx. Donc c'est sûr qu'à posteriori, on peut se dire que finalement, ces deux hommes avaient plus en commun qu'ils ne le pensaient à l'époque. Mais évidemment, si on me demande de choisir entre Groulx et Duplessis, moi je me sens beaucoup plus proche de la mystique nationaliste de Groulx, mais toujours en gardant à l'esprit qu'il faut être dans le réalisme politique, et ça c'est ce que Duplessis a fait, hein, à travers toutes les contraintes qui étaient les siennes. Dans tous les cas, pour les gens qui veulent se renseigner sur cette période-là de l'histoire, je conseille donc la biographie de Duplessis en 2 tomes par Conrad Black. Il y a également une autre biographie de Maurice Duplessis qui existe, qui est celle de Robert Rumilly,
donc militant français de l'Action française qui est venu s'installer au Québec, que je n'ai pas encore lu, également, je crois, en 2 tomes. Et si j'ai bien compris, il y a une 3e biographie de Duplessis qui est en rédaction actuellement par un universitaire. Mais pour l'instant, on possède, c'est fou, hein, mais on possède seulement 2 biographies de Duplessis, celle de Conrad Black et celle de Robert Rumilly. Je vous le dis, c'est un personnage à explorer dans notre histoire politique parce qu'il est central, hein, parce que c'est contre lui que se fait la Révolution tranquille. Qu'on soit un souverainiste de gauche ou qu'on soit un fédéraliste de gauche, hein, comme Trudeau, la Révolution tranquille se fait contre Duplessis. Et donc, ce personnage est véritablement central, hein, pour notre vie politique et notre imaginaire politique. Je rappelle également pour les gens qui voudraient se renseigner sur cette période-là, qui ne sont peut-être pas des lecteurs, il y a également la série Duplessis qui, je pense, peut se trouver facilement sur YouTube. Voilà, en tout cas, c'était une très bonne question, hein, sur le duplessisme et le grouxisme. J'espère avoir répondu